pipeline vers l'Ukraine existe-t-il encore? On me dit qu'il n'est pas universellement appliqué, c'est-à-dire que la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine n'est pas pleinement respectée. L'Air Force, avec sa flotte de C-17, a récemment réalisé une grande opération pour déplacer 90 missiles patriotes vieillissants d'Israël vers l'Ukraine. Je reçois des retours de personnes en Europe affirmant que du matériel continue de circuler vers l'Ukraine. Le président Trump a rencontré un gros problème pendant sa précédente administration et a spécifiquement dit « Je veux que ceci se produise. Retirez nos forces de Syrie maintenant ». Cela est actuellement soit en considération, soit à nouveau dirigé. On lui a assuré que tout avançait bien, mais rien ne s'est passé, et il n'avait aucune intention de suivre les ordres. Je pense que le président Trump se retrouve maintenant dans cette position, et je soupçonne qu'il a à nouveau ce problème. La Russie semble se diriger, selon des rapports, vers la production de masse d'une nouvelle version du missile balistique tactique Iskander-M, avec une portée étendue de 1000 km. Cela marque un bond en avant significatif, capable de modifier l'équilibre régional des pouvoirs et d'étendre la portée stratégique de Moscou. Comme le souligne l'ancien colonel américain Douglas MacGregor, les avancées technologiques en matière de missiles peuvent être décisives dans la guerre moderne, améliorant à la fois les capacités de dissuasion et d'attaque. Cette version à portée étendue de l'Iskander, provisoirement nommée Iskander 1000, est apparue pour la première fois dans des rapports militaires russes en juillet 2024, avec l'OTAN qui lui attribue le code SS-33. Contrairement à l'Iskander M standard, qui a une portée d'environ 500 km, cette nouvelle version double effectivement cette portée, permettant à la Russie de cibler des endroits clés au cœur de l'Ukraine occidentale. Les ingénieurs ont réalisé cette percée en utilisant une technologie de carburant avancée, des matériaux plus légers et des systèmes de propulsion améliorés, ce qui en fait bien plus qu'une simple mise à jour. Avec cette portée, des cibles critiques telles que les centres de commandement, les hubs logistiques et les bases aériennes, qui étaient auparavant hors de portée, sont désormais vulnérables. Les analystes occidentaux débattent déjà de la manière dont cela pourrait changer l'équilibre stratégique dans le conflit avec l'Ukraine. Nous explorerons bientôt ces implications, mais d'abord, voyons comment les traités internationaux ont façonné l'évolution de ce missile. Pour comprendre l'importance de l'Iskander 1000, il faut revenir sur le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire de 1987. Ce traité entre les États-Unis et l'Union soviétique interdisait les missiles lancés au sol ayant des portées comprises entre 500 et 5500 km. Pendant des décennies, ce traité a été un pilier de la sécurité européenne. Cependant, il s'est effondré en 2019 lorsque les États-Unis se sont retirés, accusant la Russie de violation. La Russie a nié ces allégations, mais les dégâts étaient faits. Le traité INF a disparu, supprimant les restrictions sur le développement des missiles à portée intermédiaire. La Russie a d'abord retenu son développement, mais dès décembre 2023, alors que l'OTAN annonçait des projets de déploiement de missiles similaires en Europe, le commandant des forces de missiles stratégiques russes a réagi de manière décisive. Il a déclaré qu'en cas de besoin, la Russie pourrait rapidement commencer la production de masse. En juin 2024, le président Vladimir Poutine a confirmé que la production de masse était effectivement possible à court terme. Le colonel Douglas MacGregor souligne souvent la manière dont les grandes puissances réagissent de façon symétrique aux menaces perçues. Le développement de l'Iskander 1000 s'inscrit parfaitement dans cette chronologie, signalant la réponse stratégique de la Russie aux actions de l'OTAN. L'Iskander 1000 n'est pas une simple mise à jour. Il représente une évolution significative des capacités de missiles tactiques de la Russie. En élargissant le compartiment de carburant et en réduisant la section de l'ogive, les ingénieurs ont effectivement doublé la portée de 500 km à 1000 km, sans compromettre la précision ni la stabilité. Le colonel Douglas MacGregor a souligné que la portée et la précision sont les éléments clés dans la guerre moderne des missiles. La décision de la Russie d'améliorer l'efficacité du carburant et des systèmes de propulsion, plutôt que de réduire la taille de l'ogive,
garantit que le missile conserve son pouvoir destructeur tout en étendant sa portée. Le missile intègre probablement des technologies GPS anti-brouillage et une guidance terminale radar, lui permettant de maintenir une haute précision, même dans des environnements fortement contestés. Cela signifie qu'il peut ajuster sa trajectoire dans les dernières secondes avant l'impact, améliorant ainsi considérablement les chances d'atteindre sa cible malgré les contre-mesures ennemies. Dans les scénarios de combat, la résistance aux contre-mesures est cruciale. L'Iskander 1000 est probablement équipé de leurres et de contre-mesures électroniques pour déjouer les systèmes de défense aérienne avancés. En résumé, ce missile est conçu pour une efficacité maximale dans les environnements contestés, ce qui en fait un outil redoutable dans l'arsenal en évolution de la Russie. La mauvaise nouvelle de la guerre d'Ukraine, c'est que la guerre peut survenir malgré les armes nucléaires. Vous êtes dans le continent en Europe, il n'y a plus de dissuasion nucléaire, qui est le plus couvert d'armes nucléaires, et les gens font une guerre de haute intensité depuis 3 ans avec une puissance nucléaire. Ça veut dire que malheureusement, contrairement à ce qu'on a vite cru en France, la seule possession de l'arme nucléaire ne vous protège pas contre toutes les guerres. Elle vous protège contre une attaque nucléaire. L'introduction de l'Iskander M mouillé a le potentiel de transformer considérablement la dynamique du conflit en Ukraine. Avec une portée de 1000 km, ce missile met désormais à portée des infrastructures critiques et des actifs militaires en Ukraine occidentale, des zones auparavant considérées comme hors de portée. C'est un véritable game changer pour les opérations tactiques de la Russie. Les cibles clés incluent les bases aériennes, les hubs logistiques et les centres de commandement, qui ont joué un rôle déterminant dans le soutien des efforts de défense de l'Ukraine. Par exemple, les bases aériennes en Ukraine occidentale hébergent actuellement des avions avancés fournis par l'Occident, tels que le F-16 et le Mirage 2000. Jusqu'à présent, ces bases étaient hors de portée des systèmes de missiles tactiques de la Russie. Mais avec l'Iskander 1000, la Russie pourrait frapper ces avions alors qu'ils sont encore au sol, avant qu'ils n'aient pu décoller et se réfugier dans des abris fortifiés. Cette nouvelle capacité contraint l'Ukraine à repenser sa stratégie défensive, car déplacer des actifs cruciaux plus à l'ouest ne garantit plus leur sécurité. Le niveau accru de menace signifie qu'il faudra plus de ressources pour protéger les cibles de grande valeur, ce qui met à rude épreuve les systèmes de défense déjà tendus de l'Ukraine. Mais ce n'est pas seulement une question de logistique militaire. L'impact psychologique sur les forces ukrainiennes et leurs alliés occidentaux pourrait être profond. Savoir que des zones auparavant considérées comme sûres sont désormais à portée des missiles russes introduit une nouvelle couche d'incertitude et de pression. Le colonel Douglas McGregor a souvent averti que les conflits prolongés favorisent généralement le côté disposant de ressources plus profondes et d'une plus grande flexibilité stratégique. L'Iskander 1000 donne précisément à la Russie cette flexibilité accrue, lui permettant de choisir où et quand frapper. La réponse de l'Ukraine, jusqu'à présent, a été le déni. Les responsables ont rejeté les rapports sur l'existence du missile comme de la désinformation, accusant la Russie de mener une guerre de l'information. Cependant, les analystes militaires occidentaux ont adopté une approche plus prudente. Certains reconnaissent que si le missile existe, il représente une menace sérieuse pour les infrastructures militaires ukrainiennes. De plus, le timing de ce développement soulève des questions sur la stratégie plus large de la Russie. Le déploiement de l'Iskander 1000 pourrait coïncider avec de futures escalades du conflit, offrant à la Russie un nouvel outil pour perturber les lignes d'approvisionnement et affaiblir les défenses ukrainiennes à des moments cruciaux. En fin de compte, l'Iskander 1000 représente une escalade significative des capacités de missiles de la Russie, modifiant l'équilibre des forces sur le champ de bataille. Cela oblige l'Ukraine et ses alliés à s'adapter rapidement, sous peine de faire face à des conséquences potentiellement dévastatrices. Mais ce missile n'est pas seulement une arme tactique. C'est aussi un signal d'un changement stratégique plus large. Dans la prochaine section, nous explorerons le contexte géopolitique et ce que cela signifie pour l'équilibre mondial des puissances. Pour comprendre pleinement l'importance des derniers développements des missiles russes, nous devons prendre du recul et examiner l'image géopolitique et économique plus large. D'agir. Si les Américains avaient dit l'Ukraine est attaquée, le Donbass est attaqué, la Crimée est occupée,
illégalement par les Russes, eh bien, nous allons intervenir. Eh bien, dans ce cas-là, je veux dire, l'accord de Minsk II n'aurait tout simplement pas eu de raison d'être. Il ne faut jamais oublier. Et donc, ce renversement opéré par Chris Kellogg dans son discours est quand même un tout petit peu osé. Oui, des propos qu'il a tempérés par la suite en disant que les Européens seraient bien évidemment, les intérêts européens seraient pris en compte dans la conclusion de cette éventuelle trêve entre l'Ukraine et la Russie. En tout cas, lors de ce sommet, Nicolas Tenzer, on voit encore ressurgir un vieux serpent de mer, c'est celui de la défense européenne qui est brandi par les différents dirigeants. Est-ce que ça peut cette fois-ci, à la faveur du désengagement américain, revenir vraiment sur le devant de la scène ? Alors, je pense qu'il y a en fait là aussi 3 questions qu'il faut quand même séparer. Il y a la première question qui est l'urgence, c'est aujourd'hui passer véritablement en économie de guerre. C'était le propos d'ailleurs, rappelez-vous, d'Emmanuel Macron lors du salon Eurosatory en juin 2022. Il disait qu'il faudrait que les pays de l'Union européenne, dont la France, passent en économie de guerre. Personne ne l'a fait. Là, il y a véritablement urgence parce qu'on sait très bien que s'il y a un accord de paix qui est conclu sur le dos de l'Ukraine, c'est nous, en Europe, qui serons la première victime, la prochaine victime des Russes. Donc ça, c'est le premier sujet. Il y a ensuite le deuxième sujet, c'est passer aujourd'hui, si les Américains, c'est nécessaire, à au moins 4 voire 5% du PIB consacré à notre défense. Et ça, c'est à long terme, mais il faut que ça commence maintenant. Donc ça suppose de prendre des décisions et bien sûr des sacrifices. Et puis il y a le troisième sujet qui est aujourd'hui comment est-ce que nous aidons l'Ukraine, comment nous donnons dans l'immédiat beaucoup plus d'armes à l'Ukraine, et ça, évidemment, c'est le sujet le plus brûlant. Après, il y a des questions de structure. Est-ce que, par exemple, il faut une armée européenne? Est-ce qu'on mutualise plus? Je pense que là, il faut être extrêmement prudent. Nous n'y sommes pas encore. Ce qu'il faut, c'est booster la production d'armes européennes, se passer des États-Unis, y compris dans nos achats d'armes. Ces dernières années, l'ordre mondial a été tout sauf stable. Le soi-disant ordre fondé sur des règles, expression favorite des politiciens occidentaux, semble de plus en plus arbitraire, relevant davantage du pouvoir que des principes. Des pays comme la Russie et la Chine ont ouvertement remis en question ces règles, affirmant qu'elles ne servent que les intérêts de quelques nations occidentales, en particulier des États-Unis. Les récentes avancées militaires de la Russie, y compris l'Iskander 1000, reflètent un changement plus large dans les dynamiques de pouvoir mondial. Ce n'est pas seulement une question de technologie des missiles, il s'agit d'un défi croissant à la domination occidentale. Le colonel Douglas MacGregor, un critique vocal des politiques d'intervention occidentale, souligne souvent que les conflits motivés par des agendas idéologiques plutôt que par des intérêts pragmatiques finissent rarement bien. La situation en Ukraine en est un exemple. Pendant que l'Occident verse des milliards dans un conflit qui ne montre aucun signe de résolution, l'économie de la Russie, loin de s'effondrer, s'est remarquablement adaptée. Malgré plusieurs rounds de sanctions, la Russie non seulement a survécu, mais dans certains domaines, a prospéré. Selon la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le PIB de la Russie en termes de parité de pouvoir d'achat a dépassé celui de l'Allemagne et du Japon, faisant d'elle la 4e économie mondiale. C'est un monde bien éloigné des prédictions sombres faites par les médias occidentaux au début du conflit. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Comment cela s'est-il produit? C'est simple, la Russie a pivoté. Le pays a modifié ses relations commerciales, renforcé ses liens avec l'Asie et investi dans ses industries domestiques pour réduire sa dépendance aux importations occidentales. Les sanctions destinées à affaiblir la Russie l'ont, paradoxalement, forcé à devenir plus autonome. Il en va tout autrement pour de nombreux pays européens qui font maintenant face à des pénuries d'énergie sévères et à des ralentissements économiques. La décision de couper le gaz russe a laissé l'Europe chercher désespérément des alternatives, augmentant les prix de l'énergie et provoquant des turbulences politiques dans plusieurs nations. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas seulement d'une histoire économique. C'est aussi une histoire de changement d'alliance et de l'essor d'un monde multipolaire. Les jours de domination incontestée des États-Unis sont révolus.
Nous assistons à l'émergence de nouveaux centres de pouvoir, avec la Russie, la Chine, l'Inde et d'autres nations qui se créent leur propre sphère d'influence. La formation de liens plus solides en dehors du bloc occidental change le paysage mondial. Par exemple, le groupe BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, a élargi son influence avec de nouveaux membres qui rejoignent les discussions sur la création d'une monnaie mondiale alternative pour défier la domination du dollar américain. Ce n'est pas juste de la spéculation, c'est en train de se produire maintenant. L'Occident, en particulier l'Europe, se trouve dans une position précaire. Des années de dépendance à l'énergie russe bon marché et aux chaînes d'approvisionnement mondialisées ont laissé de nombreuses économies européennes vulnérables. Aujourd'hui, elles en paient le prix. Rationnement de l'énergie, inflation et ralentissement de la croissance sont devenus la nouvelle réalité. Le colonel Douglas MacGregor avertit souvent que des conflits prolongés et des erreurs économiques peuvent avoir des conséquences à long terme. Dans ce contexte, la force militaire et économique croissante de la Russie n'est pas simplement un problème régional. Elle fait partie d'un changement mondial qui pourrait redéfinir la politique internationale pour les décennies à venir. Et en parlant de mauvaises évaluations, jetons un œil de plus près au théâtre politique qui se déroule aux États-Unis. C'est un spectacle en soi, rempli de drames, d'intrigues et d'une bonne dose d'hypocrisie. La scène politique américaine est remplie de drames sans fin, avec une multitude de rebondissements. Juste au moment où l'on pense que les choses ne pourraient pas devenir plus chaotiques, un autre scandale ou une nouvelle controverse éclate. L'ancien président Donald Trump est à nouveau au centre de l'attention, faisant les gros titres avec ses déclarations audacieuses et souvent controversées. Récemment, il a même cité le président Vladimir Poutine sur sa plateforme de médias sociaux, soulignant que les dirigeants européens finiront par céder aux demandes des États-Unis. C'est du Trump classique, provocateur, implacable et toujours prêt à déranger. Son poste a suscité à la fois l'indignation et l'admiration, selon de quel côté du spectre politique on se trouve. Mais les frasques de Trump ne sont qu'une partie d'un tableau bien plus large. La véritable histoire réside dans la lutte de pouvoir en cours entre différentes factions au sein du gouvernement américain. Ce que l'on appelle l'État profond, longtemps écarté comme une théorie du complot, est de plus en plus mentionné même par des commentateurs traditionnels. Ce qui était autrefois murmuré dans les coulisses est désormais débattu ouvertement sur la scène nationale. Le colonel Douglas MacGregor a été l'une des rares voix à avertir constamment des dangers des divisions politiques internes et de la manière dont elles affaiblissent la capacité d'une nation à se concentrer sur les menaces extérieures. Son point de vue est particulièrement pertinent aujourd'hui, alors que Washington semble plus préoccupé par les luttes politiques internes que par la gestion des véritables défis de sécurité nationale. Puis, il y a le volet économique de l'histoire. La dette nationale des États-Unis continue de grimper à un rythme alarmant, frôlant désormais les 36 trillions et 500 milliards de dollars. L'inflation grignote les revenus des ménages et les taux d'intérêt augmentent. Pour de nombreux Américains, la soi-disant reprise ressemble plus à un effondrement au ralenti. Le marché boursier peut parfois montrer des signes de vie, mais l'économie réelle, les emplois, les salaires, le coût de la vie racontent une toute autre histoire. Les petites entreprises peinent, tandis que les géants corporatifs aux poches profondes traversent la tempête. Et pourtant, au milieu de tout ce tumulte, la politique étrangère des États-Unis reste aussi agressive que jamais. Des milliards de dollars continuent de couler en Ukraine, soulevant des questions sur les priorités. À quel moment les besoins domestiques doivent-ils passer avant les aventures extérieures? Bien sûr, comme d'habitude, les questions restent rarement sans réponse. L'accent est toujours mis sur la prochaine grande distraction, que ce soit une controverse sur les médias sociaux, une audition au Congrès ou un nouveau scandale politique. C'est un cycle qui se répète sans fin, laissant beaucoup se demander si un véritable changement est même possible. Et pendant que Washington se querelle et débat, le reste du monde continue d'avancer. Des alliances se forment, des économies évoluent et des conflits continuent d'escalader. Aujourd'hui, la question n'est pas si les États-Unis resteront une puissance mondiale. Ils le feront. La véritable question est de savoir s'ils peuvent s'adapter à un monde qui n'est plus prêt à suivre leur leadership sans question.
comme le dit souvent le colonel Douglas MacGregor, la plus grande menace pour l'Amérique n'est pas externe. C'est l'incapacité de reconnaître et de s'adapter au changement. Des paroles sages qui semblent de plus en plus pertinentes chaque jour qui passe. Dans notre dernière section, nous rassemblerons tout cela et explorerons ce que l'avenir réserve dans ce paysage mondial en évolution. Restez avec nous. Voilà donc l'état des lieux. La chaîne de mondes multipolaires rappelle qu'il y a de la place pour un monde multipolaire plus juste. Nous n'encourageons pas la violence et souhaitons vivement le retour de la paix. Merci de votre attention, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, notre Telegram sera bientôt disponible. Passez une bonne journée. Au revoir.